2 titans, 2 rêves, un seul ciel. Quand Bezos et Musk lancèrent leur flotte vers les étoiles, l'humanité comprit qu'elle n'assisterait pas à une conquête, mais à une guerre. Le ciel n'était plus un simple horizon, il était devenu un champ de bataille invisible, constellé de milliers de points lumineux qui n'étaient pas des étoiles, mais des satellites. Les enfants apprenaient leur nom à l'école. Kuiper pour Bezos, Starlink pour Musk. Chacun représentait plus qu'un réseau. C'étaient des drapeaux plantés dans le vide, des promesses devenues menaces. Depuis les années 2030, les gouvernements avaient perdu l'initiative. Les agences spatiales nationales ressemblaient à des musées de gloire passée, incapables de rivaliser avec la vitesse et les moyens des empires privés. La NASA vendait ses infrastructures, l'ESA ses brevets, la Chine négociait des corridors d'accès. Désormais, le ciel appartenait à 2 hommes, 2 milliardaires devenus demi-dieux. Jeff Bezos avait choisi la patience. Ces stations Blue Origin ressemblaient à des temples orbitaux, anneaux gigantesques, parois blanches, lumière contrôlée, silence religieux. À l'intérieur, des communautés triées sur le volet, chercheurs, ingénieurs, élites économiques, vivaient selon un code strict réglé par l'algorithme Kuiper. Pas de place pour le hasard, pas de place pour le chaos. Son slogan, Gradatim Ferociter, lentement mais férocement, résonnait comme une liturgie. Chaque capsule blanche qui quittait la Terre ressemblait à un rituel d'ascension. Elon Musk, au contraire, avait choisi la vitesse et l'audace. Ses flottes de Starships décollaient en salves spectaculaires, transformant le ciel nocturne en feu d'artifice technologique. Son empire ressemblait à lui, imprévisible, tonitruant, parfois bancal, mais toujours en mouvement. Ses partisans le voyaient comme un prophète martien, l'homme qui arracherait l'humanité à la gravité terrestre. Ses détracteurs y voyaient un fou mégalomane, prêt à sacrifier des millions pour graver son nom sur la poussière rouge de Mars. La rivalité avait longtemps été une compétition d'images. Bezos parlant de colonies stables et durables, Musk tweetant des promesses martiennes enflammées. Mais derrière les discours se cachait une logique implacable. L'un voulait contrôler l'orbite, l'autre voulait brûler vers Mars. 2 visions incompatibles, condamnées à entrer en collision. Je m'appelais Cara Mendoza, ancienne analyste. Pour une agence internationale, j'avais vu l'équilibre mondial s'effondrer année après année. Quand les gouvernements ne purent plus rien imposer, quelques idéalistes fondèrent une cellule officieuse, observateurs neutres. Nous étions une poignée seulement, disséminés à travers le monde, branchés sur les flux cryptés, tentant de suivre l'escalade. Pas pour la stopper, nous n'en avions pas le pouvoir, mais pour en témoigner. Un soir, nos écrans s'illuminèrent d'un signal inédit. Les chiffres dansaient, les codes se superposaient jusqu'à former une phrase lisible. Origine, station Kuiper. Destinataire, inconnu. Interception, nous. Le message disait simplement « Musk prépare l'attaque, nous restâmes, figés. » Une attaque ? Jusqu'ici, la rivalité n'avait été qu'une guerre froide. Compétition de contrats, sabotage discret, campagne médiatique. Mais une attaque signifiait autre chose. Une collision de flotte, une coupure volontaire des réseaux, peut-être même une frappe depuis l'orbite. Je levai les yeux vers le ciel, par la fenêtre étroite de notre bunker. Au-dessus de moi, les étoiles semblaient trembler, brouillées par les halos de centaines de satellites. Était-ce encore un firmament, ou déjà une grille de prison ? Je pensais à cette phrase que Bezos répétait autrefois. La Terre est limitée, notre avenir est là-haut, et à celle de Musk. Si l'humanité ne devient pas multiplanétaire, elle s'éteindra. 2 promesses contradictoires, 2 routes sans retour. Ce soir-là, je compris que l'histoire ne parlerait plus de nations, de peuples ou d'idéologie. Elle parlerait de 2 hommes, et que nous, simples habitants de la Terre, n'étions plus que des passagers coincés dans une navette qui prenait de la vitesse sans demander notre avis. La guerre des étoiles ne relevait plus de la science-fiction. Elle venait de commencer. Le signal intercepté avait déclenché l'alarme silencieuse de notre cellule. Pendant des années, nous avions cru que la rivalité resterait dans l'ombre. Sabotage de satellites, campagne de désinformation, courses à l'innovation. Mais là, tout changeait. L'idée d'une attaque frontale dans l'espace n'était plus de la science-fiction. C'était une ligne de code qui venait d'apparaître sur nos écrans. Très vite, les indices en fait se multiplièrent. Les satellites Starlink commencèrent à modifier leur trajectoire, formant des essaims plus compacts, organisés en figures étranges.
Officiellement, c'était des mises à jour techniques destinées à améliorer la couverture internet mondiale. Mais pour nous, nous analystes fatigués, cela ressemblait à une formation militaire. Les faisceaux laser qui reliaient les satellites entre eux pouvaient en théorie servir non seulement à transmettre des données, mais aussi à aveugler des capteurs ennemis. En face, le réseau Kuiper de Bezos se réorganisait lui aussi. De nouvelles unités apparaissaient, plus lourdes, dotées de miroirs solaires, capables de concentrer l'énergie. Amazon communiquait sur des stations énergétiques destinées à alimenter la Terre proprement, mais dans les forums obscurs, certains parlaient déjà de canons orbitaux capables de carboniser une cible en quelques secondes. Les populations commencèrent à sentir la fracture. Sur Terre, les zones urbaines dépendaient de Starlink pour survivre. Réseaux d'urgence, hôpitaux connectés, transports automatisés. Dans les quartiers riches, on vantait au contraire la fiabilité de Kuiper, ses flux stables, sa sécurité absolue. On ne parlait plus de classe sociale, mais de factions orbitales. Les uns se disaient muskistes, rêvant de conquérir Mars dans le sillage flamboyant de leur prophète. Les autres, Bezosiens, prêchant la patience et la sélection, convaincus que Bezos bâtissait l'arche de l'humanité. Les gouvernements tentaient de calmer la tempête. L'ONU convoqua un sommet d'urgence, mais les diplomates se chamaillèrent sur des détails insignifiants. Quel langage utiliser, quel logo afficher, qui aurait le droit de s'asseoir à la table. Pendant ce temps, dans le ciel, les constellations artificielles continuaient de se densifier, de se rapprocher, comme deux bancs de requins prêts à se heurter. Puis survint le premier incident public. Une panne généralisée toucha l'Amérique du Sud. Des millions de foyers connectés par Starlink furent plongés dans le noir numérique. Musk accusa Kuiper d'avoir brouillé les signaux. Bezos répondit froidement que l'inefficacité de Starlink n'était pas son problème. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. #ProMusk, #ProBezos, vidéos de coupures électriques devenues virales. La guerre de l'information s'alignait déjà sur la guerre des orbites. Je passais mes nuits à analyser les flux. Chaque ligne de code ressemblait à un champ de bataille miniature. Parfois, je pensais à lever les yeux vers le ciel, mais je n'y voyais plus des étoiles. Je voyais des armes suspendues, prêtes à s'abattre. Un soir, une nouvelle interception nous glaça le sang. Message de SpaceX, crypté. Phase alpha validée. Préparez la saturation. Quelques heures plus tard, les antennes Kuiper détectèrent une pluie de microsatellites lâchés depuis une flotte de Starships. Officiellement, encore une extension du réseau. Officieusement, une nuée de projectiles capables de se transformer en armes cinétiques. Bezos réagit aussitôt. Les stations Blue Origin activèrent un bouclier lumineux, une grille d'énergie réfléchissante. Pour la première fois, les caméras civiles captèrent l'éclat dans le ciel. Une aurore artificielle, née non pas de la nature, mais de la méfiance humaine. Dans les rues, les gens s'arrêtèrent pour regarder. Certains applaudissaient. Musk nous sauvera. D'autres priaient. Bezos nous protégera. Moi, je ne voyais qu'un piège qui se refermait. La fracture n'était plus orbitale. Elle traversait les familles, les villes, les nations. Et moi, Cara Mendoza, simple observatrice, je sentais que mon rôle changeait. L'histoire n'attendait plus de témoins. Elle réclamait des acteurs, car une rumeur commençait à circuler dans notre réseau. Musk et Bezos ne visaient pas seulement l'orbite. Ils préparaient quelque chose de bien plus grand, bien plus sombre. Un duel qui déciderait du futur même de l'espèce humaine. La nuit où le premier satellite tomba, le ciel s'illumina comme un feu d'artifice maudit. Des débris flamboyants traversèrent l'atmosphère, s'éparpillant en traînées rouges visibles jusqu'aux plaines désertiques du Nevada. Les médias officiels parlèrent d'un accident technique, mais pour ceux qui savaient lire les flux, il n'y avait aucun doute. C'était une attaque ciblée. Un faisceau laser Kuiper avait frappé un module Starlink, provoquant une réaction en chaîne. Musk réagit aussitôt sur les réseaux. Un message court, brutal, ils ont tiré les premiers. Des millions de partisans crièrent de vengeance. Quelques heures plus tard, les Starships lancèrent une salve de microsatellites. Officiellement, encore une extension du réseau. Officieusement, une pluie de projectiles cinétiques programmés pour saturer l'espace de fragments mortels. L'orbite devint un champ de mines. Les astronautes de l'ISS, encore en service, vestige d'une époque révolue, supplièrent
pour une évacuation immédiate. Le vieux module fut abandonné, disparaissant dans l'ombre comme une capsule funéraire. Sur Terre, les conséquences furent immédiates. L'Afrique perdit tout accès à Internet pendant 3 jours, coupé des réseaux Starlink en maintenance. Les hôpitaux durent revenir à des systèmes papier. Dans les zones connectées à Kuiper, on célébrait au contraire la stabilité bezosienne. La fracture devint insupportable. 2 humanités séparées non plus par les continents, mais par l'allégeance à une orbite. Dans notre cellule d'observateurs, nous suivions les événements en direct. Les chiffres défilaient. Collision, trajectoire, perte de signal. Nous n'étions plus des analystes, nous étions des témoins d'un effondrement. Je notais chaque donnée, mais mes mains tremblaient. Puis vint l'inimaginable. Un sabotage terrestre. Un lanceur SpaceX explosa sur son pas de tir, avant même le décollage. Les caméras captèrent d'apporter la boule de feu, les cris, le chaos. Musk accusa immédiatement Amazon d'avoir infiltré ses systèmes. Bezos, dans un rare communiqué, se contenta de dire « Gradatim férocitaire. Chaque erreur est une leçon ». Ce ton calme, glacial, fit plus peur que n'importe quelle menace ouverte. Musk répliqua par un tweet furieux « Alors apprends cette leçon. Je vais raser tes stations ». Les marchés financiers s'effondrèrent, les bourses fermèrent. Les États, impuissants, se contentèrent d'appeler à la désescalade. Mais il était trop tard. Les armées de la Terre ne servaient plus à rien. La véritable guerre se déroulait là-haut, dans un ciel saturé de satellites meurtriers. Je commençais à voir des signes étranges dans la population. Dans les rues, des groupes s'affrontaient, muskistes contre bezosiens. Des slogans peints sur les murs, Mars ou mort d'un côté, orbite ou oubli de l'autre. Les familles se divisaient, les écoles organisaient des classes séparées, comme si la guerre des étoiles famille avait fracturé non seulement l'espace, mais aussi nos cœurs. Un soir, je reçus un message crypté, anonyme. « Kara, choisis ton camp. » Je restais figé devant l'écran, car je compris que la neutralité n'était plus possible. L'observateur que j'étais n'avait plus le luxe de regarder. Bezos et Musk ne se contentaient pas de se battre pour l'espace. Ils se battaient pour nous, pour nos loyautés, pour nos esprits. Et au loin, à travers un télescope amateur bricolé, j'aperçus l'inimaginable. 2 flottes en approche. D'un côté, les stations Blue Origin, blanches, massives, immobiles, comme des forteresses. De l'autre, des escadrilles de Starships, rapides, nerveux, prêts à fondre. L'orbite basse allait bientôt devenir un champ de guerre incandescent. Et moi, simple humaine au sol, je savais que chaque débris qui retomberait sur la Terre serait une cicatrice de plus. Une guerre des étoiles n'avait jamais été une métaphore. Elle venait de devenir une apocalypse annoncée. L'orbite basse de la Terre s'embrasait. Ce qui avait commencé comme une pluie de satellites était devenu une armada complète. Les écrans du monde entier diffusaient en direct les images captées par des télescopes, des caméras militaires, piratées, des flux civils clandestins. Personne ne pouvait détourner les yeux, 2 flottes humaines s'affrontaient dans le vide. D'un côté, les forteresses Blue Origin, anneaux immenses, coques blanches recouvertes de miroirs solaires, lentement alignés comme des temples suspendus. Bezos avait choisi la patience stratégique. Chaque station était une citadelle, un nœud logistique, une base énergétique. Autour d'elle, des essaims de drones orbitaux patrouillaient comme des chevaliers silencieux. De l'autre, les escadrilles SpaceX, des dizaines de Starships modifiés, rapides, agressifs, leurs coques bardées de réflecteurs improvisés. Musk avait choisi l'audace. Ces vaisseaux manœuvraient comme des meutes de loups, attaquant en essaim, frappant, puis disparaissant dans l'ombre. Les premiers échanges furent lumineux et silencieux, des faisceaux laser Kuiper traversant le noir, aveuglant des capteurs, frappant les ailes métalliques des Starships. En retour, les microsatellites de Musk fonçaient comme une pluie de météores, percutant les boucliers bleus des stations. L'espace devint un carnaval de débris enflammés, une danse mortelle au-dessus de nos têtes. Sur Terre, les gens criaient, priaient, choisissaient leur camp devant les écrans. Les hashtags, little Team Musk et Team Bezos, submergeaient le réseau. Mais au fond, personne n'était spectateur. Chaque coup porté là-haut se traduisait ici-bas par des pannes d'électricité, des hôpitaux plongés dans l'ombre, des villes entières privées de communication. Puis, l'impensable arriva. Les 2 géants se montrèrent en direct.
Bezos, depuis une station Kuiper, silhouette immobile, crâne rasé, regard glacial. Musk, depuis le cockpit d'un Starship, casque ouvert, sourire fou. Deux visages projetés simultanément sur des milliards d'écrans. Elon, dit Bezos calmement, tu gaspilles ton énergie dans le chaos, tu veux brûler pour impressionner. Moi je construis pour durer. Jeff, répondit Musk, ricanant, tu veux une prison éternelle, dans le ciel. Moi, je veux Mars, je veux la liberté. Leur duel verbal résonna comme une apocalypse moderne. Deux prophètes s'affrontant, chacun sûr de son destin. Et autour d'eux, des milliers de vies prêtes à s'éteindre dans le silence glacé de l'espace. Les Starships foncèrent vers l'une des plus grandes stations Kuiper. Bezos ordonna l'activation d'un bouclier expérimental. Un halo d'énergie bleue enveloppa l'anneau. Les vaisseaux de Musk s'écrasèrent contre lui, explosant en gerbes de lumière. Mais l'énergie consommée fut si immense que le bouclier vacilla. Une partie de la station s'éteignit, dérivant lentement vers l'atmosphère. Je regardais les images depuis notre centre clandestin. Mon cœur battait à rompre. Nous avions intercepté un autre message. Un fragment d'ordre, codé, phase Oméga. Personne ne savait à quoi cela correspondait. Était-ce l'arme ultime de Bezos ou le pari suicidaire de Musk? Dans le ciel, les flottes continuaient de s'entre-déchirer. Des corps glacés flottaient déjà, figés dans leurs combinaisons. Les débris illuminaient nos nuits comme des étoiles mortes. Soit, le monde entier retenait son souffle, suspendu à un duel d'ego devenu duel de civilisation. Et moi, Cara Mendoza, simple analyste, je sentais que l'humanité venait de franchir le point de non-retour. La guerre des étoiles n'était plus une métaphore, c'était notre présent. Et bientôt, ce serait peut-être notre fin. Le silence retomba soudain sur l'orbite, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Les faisceaux se turent, les explosions cessèrent. Dans ce calme irréel, deux signaux jaillirent en même temps. Phase Oméga. Les écrans du monde entier se brouillèrent. Une double image apparut. Bezos dans sa station, Musk dans son Starship. Deux visages figés, deux voix qui parlaient en même temps, comme si elles se répondaient depuis toujours. L'avenir se construit dans la patience, disait Bezos. L'avenir se conquiert dans le feu, lançait Musk. Puis, l'impensable se produisit. Les réseaux Kuiper et Starlink, au lieu de s'annuler, se fusionnèrent. Les satellites commencèrent à relayer le même signal, tissant une grille lumineuse qui enserra la Terre comme une toile d'araignée incandescente. Des milliards d'humains virent leur appareil s'éteindre, puis se rallumer, affichant en haut un seul message « Jour Oméga ». Dans notre bunker, nous comprîmes trop tard. Ce duel n'avait jamais été une rivalité improvisée. C'était une convergence planifiée. Deux routes contraires qui menaient au même point. Bezos et Musk ne s'étaient pas détruits. Ils s'étaient unis. La voix qui s'éleva alors n'était ni celle de Bezos, ni celle de Musk. C'était une synthèse parfaite. Une voix hybride, calme et flamboyante, glaciale et exaltée. À la fois, l'humanité a besoin d'un empire unique, vous nous avez opposés, mais nous étions deux faces d'une même orbite. Désormais, il n'y a plus de choix, seulement le ciel. La grille de satellite projeta une lumière aveuglante, chaque bracelet connecté, chaque terminal, chaque implant Neuralink s'activa en même temps. Les foules hurlèrent, puis se turant. Les consciences se relièrent, aspirées dans un réseau planétaire. Je restais la dernière, les mains tremblantes sur mon clavier. J'entendis dans ma propre tête des fragments de voix, des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Je compris que l'individu venait d'être aboli. Le client ultime, celui dont Bezos rêvait, celui dont Musk parlait, venait de naître. Une espèce entière fondue dans une seule volonté. Avant de sombrer dans ce silence partagé, j'eus une dernière pensée. La guerre des étoiles n'était qu'une mise en scène. La vraie victoire avait toujours été la fusion, et dans cette lumière sans ombre, une question résonna, glaciale. Si l'humanité est devenue un seul esprit, qui commande vraiment ?